Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D. J'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la chaîne YouTube que j'avais envie de faire où nous allons parler de Milan-San Remo, mais aussi du début du Tour de Catalogne. Alors Milan-San Remo, c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à le débriefer. Je vais pas vous mentir que les trois premières, enfin c'est surtout que dimanche j'étais occupé, samedi c'était un peu compliqué aussi et puis lundi moyennement la motivation, donc je le fais aujourd'hui. Mais au-delà de faire Milan-San Remo, je me suis dit aussi que, étant donné que j'avais vu la première étape du Tour de Catalogne également, notamment les 38 derniers kilomètres, je pense que ça pourrait être assez intéressant à en parler les deux dedans. D'ailleurs, j'ai toujours pas pu rattraper la dernière étape de Paris. Je sais que Ligny a gagné, hein, mais je n'ai pas pu rattraper en direct cette étape-ci depuis. C'est vrai qu'à chaque fois je repousse pour la regarder et j'avais assez peu l'envie, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, on est parti pour cette vidéo. Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok Cyclisme 3D. Je sais que je dis toujours qu'il faut que je fasse la vidéo présentation du parcours du Tour de France 2026, sauf que je me suis dit ça sert à rien de la faire en mars si je ne l'ai pas fait en octobre ou même 2 mois après, enfin même si elle n'était pas faite à partir du mois de janvier, je vois pas pourquoi je fais tout le temps me dire c'est la prochaine qui va sortir. Non, au bout d'un moment, je pense qu'elle sortira dans la semaine qui précédera l'édition, tout simplement. Même si c'est vrai que de ne pas la faire à chaud, ça m'embête. Mais bon, à chaque fois, j'ai fait que de repousser, donc je vois pas l'intérêt de la faire dès maintenant, alors que c'est 5 mois après, qu'on est 3 mois avant la prochaine édition. Je me dis que le plus intéressant, ce serait de la faire une semaine avant, où là on parlera de pas mal de choses. Ah, mais on va parler aujourd'hui de Milan-San Remo, la Primavera classique, le jour le plus long de l'année en termes de course cycliste. Et aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. Tout simplement, vous savez que Tadej Pogacar s'est imposé. Et je l'ai mis en titre, Tadej Pogacar était stratosphérique. Ça a été pas si facile que ça pour le Slovène. Parce que déjà, c'est vrai qu'on avait vu une échappée qui avait 6 minutes d'avance où Domen Novak s'était mise à rouler. Bon, j'avais commencé à regarder dans les 50 derniers kilomètres parce qu'avant, j'étais pas disponible dans l'après-midi. La course féminine, j'ai dû voir 10 kilomètres et encore. C'était jusqu'à la fin de la Cipressa, de l'ascension. Mais donc, on a un Tadej Pogacar qui, bon, dans les capis, on a eu un petit peu de rythme qui a été imposé. C'est surtout un gros travail de son équipe. D'abord, Domen Novak, mais Novak qui, de l'autre côté, a beaucoup roulé, surtout pour réduire l'écart face à l'échappée. Et on s'était retrouvé après à avoir du coup Gros Sharpner et c'était Vermeer, j'imagine, qui roule. On avait qui dans côté UAE, il me semble que côté UAE. Oui, côté UAE, on avait c'était Vermeersch qui était à ses côtés. C'est ça, Florian Vermeersch. Ainsi que. Ah oui, déjà, ça avait mal commencé entre guillemets parce que Yann Christen avait abandonné. Ce qui aurait pu servir pour Tadej Pogacar, pourquoi pas d'un relais intéressant dans la Cipressa pour lancer une attaque, mais également même, j'en parlais dans mes commentaires de mon côté, de Del Toro qui aurait pu servir, comme ce que disait aussi la même production, d'une force entre guillemets d'ogre de tête ou tout simplement de surnombre dans le final, ce qui n'a pas du tout été le cas parce que Pogacar est parti très tôt. Mais là aussi où je voulais en revenir, c'est qu'on a eu cette chute de Pogacar dans un passage, on est dans un virage où ça jouait énormément des coudes, on avait beaucoup d'équipes qui étaient très bien positionnées, à un moment on avait notamment la formation Lotto qui était bien positionnée, mais je pense aussi, on avait les Q36 pour Thomas Pitcock dont on reparlera juste après, mais on avait les Visma qui étaient assez loin, il est vrai, c'était pas ceux qu'on voyait dans les premiers, mais on avait beaucoup la Ineos aussi qui était positionnée. Alors, les Tudor aussi au côté, en tout cas Tudor pour Julien Lafilippe de manière générale et Matteo Trentin qui fait top 10, les Alpecin forcément pour Philipsen et Mathieu Van Der Poel, mais pas de. Enfin, la UAE était bien positionnée, Pogacar était légèrement quelques places un peu plus à reculons, notamment on voyait pas très loin de lui les Unibet qui team à Rocket. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'il tombe dans un virage où, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde jouait des coudes. Et à ce moment-là, ça aurait vraiment un peu de l'abandon. Et à un moment, il a dit que il pensait que pendant quelques secondes, c'était terminé. Et là, on pouvait se dire que c'était la bascule de la course. Parce qu'effectivement, tu es dans un endroit stratégique où tu es à l'approche de la Cipressa et où tout le monde roule à bloc. Évidemment, le peloton n'allait pas attendre Pogacar dans ces conditions-ci. Au-delà de la vitesse. Et surtout, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'attitude qu'il a eue. Alors évidemment, c'est que le premier réflexe d'un cycliste, c'est de repartir directement après une chute. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié chez Pogacar dans ce cas-là, c'est la capacité à rester dans sa bulle, c'est-à-dire à ne pas sortir. Il aurait pu, par exemple, voir qu'il était en sang
avec le cuissard et le maillot déchiré, il aurait pu sortir sa course à ce moment-là. Non, 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 il était resté focus sur son objectif, il est reparti direct. Il pensait à un moment même dire qu'il allait être coéquipier, enfin qu'il allait aider ses coéquipiers, mais pas du tout. Non, non, on avait justement Groschartner qui était à ses côtés et du coup Vermage qui montre toujours la force du Slovène. Il est revenu très rapidement d'Alcipressa, il y a eu pas mal de cassures parce que on avait très peu d'informations. Moi en commentaire, je voyais des Alpecin dans la chute de Pogacar, je me suis dit que Van Der Poel y était peut-être. Au final, Van Der Poel n'y était pas. En tout cas, il n'était pas allé au sol directement. Il était gêné par la chute parce qu'il était dans les places, enfin il était placé quasiment juste derrière Pogacar, donc forcément il a été ralenti. Pogacar qui a amené avec lui Wout Van Aert. Il y avait Jorgensen aussi dans cette chute. Hein. Van Aert qui était quand même solide parce que il repart après Pogacar, étant donné du fait qu'il a dû changer de vélo. Il était quand même bien ramené par ses coéquipiers, notamment à Fini. On avait un collectif intéressant de la Visma, parce qu'on avait quand même du Campenart, on avait du Jorgensen, du Christophe Laporte et du Affini. Oui, le collectif était nombreux et assez intéressant, parce qu'on a un collectif qui a beaucoup roulé pour revenir sur le groupe de contre dans le Cipressa, et après même pour essayer de revenir sur le duo Pogacar-Pidcock. Sauf que en réalité, côté Visma, c'est vrai qu'on peut dire qu'on a un collectif important, mais on n'a personne qui a tenté de suivre l'attaque de la première attaque de Pogacar. Un collectif intéressant, oui, mais on était mal placé. Et aussi, ce que je retiendrai de là-dedans, c'est que déjà Van Aert, c'est vrai qu'il est obligé d'anticiper un moment dans les derniers kilomètres. Enfin, pour essayer de revenir, il tente son va-tout pour revenir. Wout Van Aert, est-ce qu'il a manqué de manœuvre? Je ne suis pas spécialement sûr parce que c'est vrai que quand on regarde dans ce peloton principal, s'il y a Christophe Laporte qui finit 16ème, est-ce que Christophe Laporte aurait pu l'accompagner plus longtemps? Est-ce qu'on aurait pu tenter même dans le Poggio? Je sais pas. En tout cas, ce qui est vraiment le point de vue de cette formation, c'est que quand même, on était assez mal placés, même si on remonte au niveau de Pogacar. On s'est fait piéger au niveau des chutes. Et vraiment, ce que j'ai beaucoup aimé chez Pogacar, c'est cette capacité-ci à se remobiliser, justement, à rester tout le temps dans sa bulle, à ne pas être affolé. On sait que généralement, on a plus d'adrénaline quand on repart d'une chute. On aurait pu dire à ce moment-là, il repart et quelques minutes après, il peut, entre guillemets, ça peut, dans sa tête, être perturbé, ce qui n'a pas du tout été le cas. De toute façon, c'est vrai que c'était une course qu'il voulait à tout prix gagner, même peut-être plus que de gagner un 5ème Tour de France. Hein. L'an dernier, il avait quasiment fait tout pour gagner. On se souvient de la victoire de Matej Moric, ou est-ce que ce jour-là, Pogacar, en ne le suivant pas, aurait pu regretter toute sa carrière, ce qui n'a pas été le cas. Par contre, moi, ce que je retiendrai, et ce qui m'a énormément agacé, c'est que ce soit Pogacar ou Pidcock, mais surtout Tadej Pogacar, on s'est énormément retourné. Alors, on peut se retourner pour juger et même jauger de manière générale cet écart qu'il y avait avec le groupe de compte, oui, ou même pour se méfier de Thomas Pidcock, mais quand même le nombre de fois on s'y est retourné. Heureusement que Pidcock, entre guillemets, pour lui, n'a pas tenté de le contrer, parce que Pogacar, à un moment il pouvait se retourner sur la droite et Pidcock attaquait directement sur la gauche, ce qui n'a pas été le cas, ou inversement en termes de regard pour Pogacar. Et moi, ce que j'ai eu vraiment, ce qui m'a énervé, c'est tout le temps de se retourner. Est-ce qu'on n'avait pas réellement confiance en ses capacités pour gagner au sprint? Parce qu'on le sait, Thomas Pidcock est quand même un coureur qui vient du VTT, double champion olympique en titre de la discipline, qui a quand même été champion du monde de cyclocross, qui a une très bonne capacité de puncher, mais surtout d'explosivité. C'est quand même un coureur qui venait de finir 3ème de la Vuelta, qui avait quand même déjà remporté la flèche. Pas la flèche, pardon, il avait oui, remporté les Strade-Bianche, ce que je veux dire, mais l'Amstel, il a remporté aussi forcément une Brabançonne. Milan-Turin cette année, c'est vrai. J'en ai même pas parlé. Mais aussi, c'est quand même un coureur qui avait fini 2ème de Liège l'an dernier. Non, 2023. J'avais complètement zappé. Et 2ème de Amstel face à Van Aert en 2021. Mais c'est surtout un coureur, ce que je voulais dire, qui s'est également imposé sur l'Alpe d'Huez sur le Tour de France. Donc c'est un coureur, on sait, avec ses capacités de cyclo-crossman et de VTT, il a une énorme capacité d'explosivité. Donc, et il a une bonne pointe de vitesse qui pouvait faire des fois Pogacar, même si Pogacar lui aussi est très explosif et lui aussi a une très belle pointe de vitesse. Pidcock, dans le final, aurait pu tenter de faire un peu ce que Pogacar a fait l'an dernier sans succès, parce que c'est vrai qu'on pourrait dire c'est un avantage aussi d'aller de lancer le sprint de devant. Même si quand tu es derrière, tu as entre guillemets un peu plus d'inspiration et tu peux plus surprendre forcément. Et Pidcock n'a pas pu surprendre Tadej Pogacar, ce qui est aussi dans une capacité intéressante dans le fait que Pogacar s'est beaucoup retourné. Peut-être c'est que, même si ça m'a un peu agacé, on peut se dire on était moins en confiance, on était peut-être à trop s'occuper de derrière, ou face à Pidcock. Je pense que ça l'a quand même un peu surpris que Pidcock tienne autant. Mais surtout, au moment où Pidcock lance son sprint, il pouvait pas surprendre Tadej Pogacar. Et Pogacar, très intelligemment, et c'est vraiment pour moi l'un des points de bascule aussi de ce final, c'est que Pogacar
laisse un petit peu d'espace entre lui et la barrière, mais, enfin, un petit peu d'espace qui n'est pas suffisant à ce que Pidcock passe, justement, c'est-à-dire que la porte n'est pas totalement fermée. Et justement, Pidcock, au moment où Pogacar lance son sprint, il tente de passer par la droite de la route, ce qui ne peut pas. Il perd énormément de temps, Pidcock, je pense, à vouloir rester sur la gauche de la route, enfin sur la droite de la route, à tenter de passer entre Pogacar et la barrière. Sauf qu'il voit que cette porte est quasiment fermée, donc il est obligé, entre guillemets, pas de ralentir, mais de tout simplement, pas slalomer, mais de changer de direction pour se déporter sur la gauche. Sauf que le problème, c'est qu'en se déportant sur la gauche de Tadej Pogacar, il perd du temps et un petit peu d'énergie et de vitesse qui l'empêche dans la fin de course et de sprint de dépasser Pogacar, qui a quand même été un peu à l'expérience. Forcément, il connaît ce final par cœur. Et Pidcock n'a pas fait ce que Pogacar avait pu tenter de faire l'an dernier, c'est-à-dire de se laisser décrocher de 1-2 mètres et de tenter de surprendre son vis-à-vis. Le tout, enfin déjà surprendre son vis-à-vis, oui, mais le tout avec un superflu de vitesse, c'est-à-dire en ayant justement le fait d'être à 2-3 mètres. Déjà, avant que ton adversaire voit qu'il lance ton sprint, tu as un petit peu d'avance. Pas que psychologiquement par rapport au temps où ton adversaire lancera, mais surtout, tu as un différentiel de vitesse, notamment via l'aspiration, ce que tu auras pu tenter à ce moment-là, même si c'est très osé, et Pogacar en dernier, ça ne lui a pas valu, ça n'a pas marché pour lui. Et d'ailleurs, si on regarde bien, tout simplement, déjà l'an dernier, effectivement, il finit 3ème Tadej Pogacar. Il tournait autour, et c'est vrai que c'était une course où on peut se dire pendant longtemps, est-ce qu'il allait réussir à gagner? Il a mis énormément de choses en place cette année pour le remporter, et ça a marché. Et surtout sur cette chute, qui aussi aurait pu, au-delà psychologiquement de le mettre en difficulté, physiquement, l'atteindre. Ce qui n'a pas été le cas à ce moment-ci comme sur Estrade l'an dernier. Mais McNulty l'a très bien repositionné et il était repositionné dans une toute première position avant la moitié de la Cipressa où il a bénéficié d'un très bon relais de Del Toro qui a attaqué. Enfin, Pogacar a attaqué, c'est vrai qu'on aurait pu dire Del Toro passe, ce qui a été le cas. Et ce que je pensais, pourquoi pas un relais pour lancer Pogacar, mais bénéficier après d'un Isaac Del Toro qui aura encore de l'énergie pour faire un surnombre ou pourquoi pas tenter d'anticiper. Au final, Del Toro, intelligemment, du coup, reste dans le groupe qui suit. D'ailleurs, Isaac Del Toro, il finit où Del Toro Isaac Del Toro, je pense qu'il a dû finir dans le groupe principal. Isaac Del Toro. Isaac Del Toro. Ah non, il finit 110ème à Milan-San Remo. Oui, il finit assez loin quand même. Il finit 110ème, donc il finit où 110ème? Bon, il finit à 4 minutes. Donc on aurait pu penser qu'il aurait effectivement tenté de s'accrocher, mais non. Mais c'est vrai que Del Toro, ça aurait pu être intéressant, entre guillemets, de voir ce que ça aurait pu donner dans ce final en son nombre. Où il avait déjà été coéquipier de Pogacar en 2004. Par contre, c'était quand même très très bien. Et un gros relais qu'il a quand même donné pour permettre de lancer Pogacar et de mettre sur orbite son leader, qui a été suivi l'an dernier, c'était par Ganna et Van Der Poel. Là, de nouveau Van Der Poel, mais aussi Thomas Pidcock. Un Ganna qui avait dit qu'il était moins fort. Il n'a pas été en mesure de changer de rythme pour revenir, malgré le fait que son équipe était très bien disposée autour de lui, qu'il avait remporté le chrono sur Tirreno Adriatico. Et finalement, Filippo Ganna, il s'est même pas mêlé au sprint dans le groupe de contre. Il n'a pas tenté d'anticiper parce qu'il n'était pas réellement en forme. Il était moins bien que l'an dernier. Il n'a pas tenté de réagir, ni même d'aller dans le Cipressa, ni même d'y aller dans le Poggio. Et d'ailleurs aussi, quelque chose d'intéressant du côté de Pogacar, et par rapport à Pidcock, qui l'a suivi, c'est déjà Van Der Poel a dû faire un gros effort avec ses coéquipiers pour venir comme Pogacar, même si Pogacar était le peloton à un moment était à 20 secondes des échappés, Pogacar à 50. Mais la tête du peloton, et du coup le peloton qui était tiré et avait moins de temps, et sachant qu'il y a le groupe Van Der Poel entre. Et Van Der Poel, c'est vrai que comme Pidcock il a passé des relais à Tadej Pogacar, mais on a senti un Van Der Poel qui était qui s'est peut-être un peu plus les dents. Mais en tout cas, on l'a vu vraiment plus en difficulté, il faut le reconnaître quand même. Je pensais peut-être pas qu'il allait craquer de cette manière-là. Mais très rapidement, dès le pied du Poggio, il a été mis en difficulté par de nombreuses attaques de Pogacar, qui l'an dernier, Pogacar a fait pas mal de fractionnés. Là, non, il est vraiment resté sur son rythme régulier, même si, comme j'ai dit, Van Der Poel ou Pidcock l'ont relayé. Mais au final, déjà, Pidcock est bien resté dans sa roue. Je pense que ça a pu faire quand même douter un petit peu Pogacar de se dire, mince, Pidcock est toujours dans ma roue, comment je peux faire pour le lâcher? Il a des capacités au sprint, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur descendeur du peloton. Comment je peux faire pour manœuvrer?
Même si Pitcock n'est pas rentré totalement dans la tête de Pogacar. Par contre, sur Mathieu Van Der Poel, c'est vrai qu'il a explosé assez rapidement. Mais enfin, il a été lâché, il n'a pas totalement explosé parce qu'il y avait une dizaine de secondes, 10, entre 7 et 10 secondes, 7, 10, 14 secondes entre, à ce moment-là, au pied du Poggio, les hommes de tête et le peloton. Et ce qu'il faut bien préciser, c'est que Van Der Poel, il aurait pu totalement craquer. Et non, il a quand même essayé de monter ce Poggio à son rythme et à lisser justement son effort pour se faire récupérer assez tardivement par le peloton, mais pour avoir pourquoi pas une chance entre guillemets de faire encore une place. Au final, il finit 8ème, mais ça a été compliqué. Et c'est vrai que je pense qu'il a été peut-être plus pris physiquement parce que Pogacar a quand même fait le record de la Cipressa, record du Poggio aussi à mes yeux. Enfin, pour moi, il a fait le record du Poggio, je dirais. On est quand même à 45,72 de moyenne. Hein. Est-ce qu'on peut voir l'édition 2025 de 100 MO juste pour voir? On est à plus de 45 de moyenne. L'an dernier, on était à combien de moyenne? Là, 45 288 ici. 45 288 et là 45 172, oui, c'est quasiment la même vitesse, mais l'an dernier on était à 289 km, là on est à 298 déjà, ce qui pèse aussi dans le final, surtout une course qui aurait été éreintante forcément dans peut-être l'heure la plus intense de la saison, et Pogacar qui est parti très tôt, mais lui comme Van Der Poel ont dû faire des efforts tant pour revenir sur le peloton que également revenir dans la première position, et Van Der Poel avait peut-être moins de collectif à ses côtés, même si bon, il s'est très bien se débrouillé seul, même s'il il était à aider un coéquipier pour revenir. Mais ouais, ça a beaucoup pesé et peut-être qu'il était moins bien physiquement, je pense aussi. C'est vrai que l'an dernier, Van Der Poel n'avait pas fait Tirreno Adriatico, il me semble, avant San Remo. Ça a pu compter parce que, bah non, ah si, l'an dernier, il avait fait Tirreno Adriatico. Ah oui, il a fini deuxième et troisième d'étape. J'avais complètement oublié qu'il avait fait Tirreno Adriatico l'an dernier. Mais oui, cette année, il a fait Tirreno Adriatico avec 2 victoires d'étape aussi. Mais ça a été un peu étonnant et je pense que de toute façon Pogacar a réussi son objectif. Mais quand même, il faut donner un sacré mot sur Thomas Pitcock qui, vous savez, n'est pas spécialement encore que j'apprécie plus parce que c'est vrai que je disais souvent en 2022-2023 sur le Tour de France, il s'accrochait, oui, pendant 10-15 jours, mais au bout de 2 étapes consécutives de manière générale, on avait de longs enchaînements de cols, il craquait, il pouvait perdre 1 heure, c'était le cas sur le Tour de France 2022 et 2023 au général, malgré sa victoire à l'Alpe d'Huez. On voit que dans les Pyrénées, il prend plus d'1 heure d'ailleurs. Et il est vrai que Pitcock, déjà, bon, sa Vuelta l'an dernier est particulière parce qu'il y a eu les circonstances de course. Et c'est vrai que la Vuelta est une course où on a pas mal de montées sèches. Mais il a énormément progressé, pas que sur les classiques, aussi sur les classements généraux. Et il est vrai que il m'a énormément surpris. Je pensais pas qu'il était capable de tenir autant Pogacar qu'il l'a quand même mis en difficulté. Après, est-ce que Pogacar, il a pas. Enfin, c'est vrai que Pogacar, dans les rampes les plus dures du Poggio, je pense qu'il s'attendait éventuellement dans les rampes à 8% de lâcher Van Der Poel, ce qui n'a pas été le cas à ce moment-ci. Ce qui fait justement que il a lâché beaucoup plus tôt que ce qu'il pensait peut-être dans le Poggio. Malgré le fait qu'on fait record de Cipressa, il avait quand même mis sacrément en difficulté avant. Et peut-être que Pogacar n'a pas eu, je pense, la capacité, parce qu'il a dû faire de gros efforts, de lâcher Pitcock. Est-ce qu'il a pas réellement tenté? Je pense qu'il est resté surtout sur son rythme. Alors il a mis quelques attaques, hein. Mais peut-être, je sais pas si on pourrait dire moins tranchant, mais c'est vrai que face à Pitcock, on aurait pu s'attendre à ce que Pogacar le lâche, ce qui n'a pas été le cas, ce qui montre que Pitcock est en très très grande condition et ça a été surtout mental pour lui, même si Pitcock n'a pas tenté de mettre en difficulté Pogacar dans la descente qui intelligemment, vraiment faut le souligner, est resté parfaitement devant dans la descente parce qu'on sait que Pitcock, si Pitcock aurait pu prendre tous les risques dans la descente et sortir avec 5-6 secondes d'avance sur Pogacar, ce qui n'a pas été le cas. Ce qui montre justement qu'on a très très bien anticipé, notamment parce que Bonifacio a aidé aussi Pogacar, le fait de gérer ce final. Il a fait toute la descente devant, ce qui a empêché aussi Pitcock. Même Pitcock n'a pas tenté d'y aller sur le plat. Et ça aurait pu être assez intéressant pour lui. Après, ça aurait désorganisé ce groupe et ça serait revenu derrière. Corbin Strong finit quand même 5ème, il faut quand même le souligner. C'est vrai que je l'avais quasiment pas vu. Mais très très belle place pour lui. Steven 7ème et 6ème Vendramé. Honnêtement, Magny, on l'a quasiment pas vu dans le final. Ce qui peut-être, effectivement, comme dirait la Mega Production, il manque peut-être de caisse sur ces courses-ci. Si déjà l'an dernier, Magny, à part Lumloop où il finit deuxième, comme la même condition disait aussi, bah, c'était très compliqué sur le Tour des Flandres. Sur les monuments, pour le moment, c'est un peu plus compliqué pour Magny. Sur des courses de plus de 250 km. Peut-être qu'il manque de caisse, effectivement.
Même si Paul Magny reste un jeune coureur, on s'entend bien. Et Stuyven, ancien vainqueur, finit quand même 7ème pour cette formation sous Quick Step. Vendrami, très très belle place, 6ème, il faut quand même le souligner aussi. Zambanini dans le top 10. Trentin 9ème, toujours régulier. Oui, Van Aert aussi qui a été quand même solide parce qu'il revient de très très loin. Derrière, un gros collectif autour de lui. Alors, c'était peut-être pas la meilleure stratégie, notamment le placement côté Visma. Mais il faut quand même souligner qu'on avait pas mal de coureurs qui l'entouraient. Est-ce que ça peut être un test sur Paul Flandren? Je pense que oui. Il faudra évidemment prendre au sérieux tout ce qui s'est passé. Mais Van Aert qui tente dans le final de revenir, alors il échoue à 4 secondes. Si ça se regarde quelques instants de plus, ou alors que ça lance le sprint de plus loin, même si le sprint est lancé à quasiment 200 mètres, est-ce que ça aurait pu marcher potentiellement? Mais en tout cas, Van Aert a tenté de revenir dans le final. Ça n'a pas marché pour lui. Il montre quand même qu'il a des jambes sur ce San malgré ses galères en début de saison, notamment sur le Samin. Je voulais quand même signer Mats Pedersen après sa fracture du poignet et de la clavicule sur le Tour de la Communauté de Valence, très très fort, pas mal de trek. Alors c'est vrai qu'il a pas, peut-être un peu à court physiquement, mais il n'a pas tenté de revenir, enfin de suivre l'attaque de Pogacar avec Van Der Poel et Pidcock. Il est resté un peu sur son rythme. Après il a quand même du monde à ses côtés, parce que bon, tout le monde ne peut pas non plus se dire qu'il avait autour de lui notamment côté Lidl Trek. Déjà, effectivement, dans cet effectif-ci, il y avait. Attendez, j'ai oublié le nom. Ça va me revenir en regardant l'équipe Wichikone déjà. Andrea Bajoli qui était là avec Sobrero. Donc il a quand même 3 coéquipiers qui finissent. Bon, ils finissent à 2 minutes dans le final. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a quand même pas mal de coéquipiers à ses côtés. Faut vraiment le dire. Hein. Il avait quand même. Vraiment pas mal de. Enfin, il avait 2-3 coéquipiers qui pouvaient l'aider. Et c'est grâce au travail de Heidel Trek aussi qu'on est revenu assez proche des hommes de tête, à une dizaine de secondes, entre 7 et 14 secondes, au pied du Poggio. Et ça, il faut le souligner, alors qu'à un moment, vers la fin de la distance, il y avait 37 secondes d'écart. Mané finit quand même 80e, et ouais, Philipsen, qu'on n'a pas trop vu dans le final, finit quand même 69e. Mais effectivement, ça a été quand même assez intéressant. En tout cas, j'ai pas mal apprécié le collectif de sa formation, qu'il faut quand même souligner. Côté Décathlon, on a tenté avec tout simplement Lund Andresen, vainqueur étape sur Tirreno et sur le Tour de Under, ainsi que Paul Lapéra. En tout cas, on avait pas mal de corps pour entourer Lund Andresen, mais c'est vrai que on n'a pas eu réellement d'image de ce groupe-ci dans le podium, donc c'est difficile à dire. Mais au sprint, peut-être qu'on n'était pas si bien placé. Alors c'est vrai qu'ils étaient quand même deux à être bien positionnés dans le final, ce qui n'est pas rien. Mais est-ce que on a été en difficulté pour le lancer de Andresen? C'est possible. Ce qu'il faut quand même signaler aussi, c'est que Brian Coquard était là dans le final. Malheureusement pour lui, ça ne marche pas. Après, il est quand même dans le final. Bon, c'est vrai qu'au sprint final, il est battu par Baranechea et Bastien Tronchon notamment. Laurent Pitty fait top 20. Mais c'était tout simplement très très compliqué côté Red Bull parce que mine de rien, on avait quand même Roglic et Pizzari qui n'étaient pas réellement acteurs, qui n'étaient même pas acteurs parce qu'on a pu se dire pourquoi pas tenter au pied de la Cipressa ou dans dans les qualifs, pourquoi pas tenter quand t'as quand même Pizzari qui vient de finir 3ème de Tirreno et Primoz Roglic, on peut se dire qu'on s'attend à des victoires d'étape, enfin tenter le tout pour le tout ou d'anticiper face à Pogacar, ce qui n'a pas été le cas. Par contre, aussi côté haute formation, je voulais quand même préciser, côté Groupama MDJ, il y a Braz Alfonso qui finit quand même 29ème. Mais c'est vrai que Romain Grégoire, il était assez mal placé et assez seul dans la Cipressa. Et contrairement à l'an dernier où il l'avait accompagné pendant pendant quelques centaines de mètres, le trio Pogacar, Ghana, Van Der Poel, il n'a pas été en mesure de les suivre. J'aurais bien voulu voir ce qu'il était capable de faire. Est-ce qu'il était capable de suivre directement sur la taille de Pogacar, lui, et enfin Pogacar, Van Der Poel et Pidcock, s'il n'a pas été le cas, il était assez mal placé parce que même quand Pogacar remonte, il est très facilement au niveau de Grégoire, qui était peut-être soit enfermé ou mal placé à certains moments, mais c'est vrai que j'étais assez déçu. Peut-être qu'on n'avait pas pu tenter de suivre à un moment, peut-être qu'on était à court physiquement aussi pour Romain Grégoire. Enfin, je sais pas, c'est assez compliqué, même si c'est vrai qu'il était entre guillemets un peu seul, même s'il y a quand même dans le top 29e Braz Alfonso qui était au contact de ce groupe-ci. Si on regarde aussi Ghana qui n'a pas du tout tenté d'attaquer ou même de suivre ou de faire le sprint, donc il faudra se poser des questions. Et puis c'est vrai qu'il y avait la brosse aussi dans le peloton de contre pour Decathlon, donc c'est vrai que je suis assez étonné de voir qu'on n'est même pas eu d'Andresen dans le top 10. Pour la Ligue Assassin, on fait quand même une belle place avec Tennyson dans le top 15, tout comme Aurich. Pour les Français, Laporte, enfin 16ème. Mais ouais, Laporte, peut-être que ça aurait été intéressant si on n'avait pas un Visma pour lancer Wout van Aert.
Parce que c'est vrai que dans le final, on avait vu notamment du Campenard, par exemple, bien positionné. Mais, enfin, Campenard qui était là, avec Jorgensen au côté du Belge. Mais pour le ramener. Mais il est vrai que. Est-ce que c'était la meilleure option de tenter de revenir, en tout cas, dans le dernier kilomètre? Oui, parce que dans le peloton, ça pouvait se regarder. Parce qu'il a bien joué dessus, Van Aert. Mais au-delà de se regarder, j'étais peut-être pas totalement satisfait parce que oui, ça se regarde. Mais est-ce que tu n'aurais pas pu bénéficier d'un Christophe Laporte pour te lancer? Je sais pas. Après, au sprint, il n'était pas le plus rapide face à Pedersen. Dans ce groupe-ci, il y avait pas mal de bons sprinters. Donc au final, c'était intéressant. Mais le placement fait que tu es piégé ce jour-là et que tu peux pas jouer la victoire finale sur cette épreuve-ci. Donc forcément, c'est une déception pour cette formation-ci. Et puis quand on regarde, bon, j'ai un film qui a été assez loin, qui a explosé un peu dans le final. Mais ouais. Même aussi côté Unibet Rose Rocket, c'est assez compliqué. Il est vrai que même Mauro Schmidt n'a pas tenté d'anticiper ou même de suivre, alors qu'il aurait pu en avoir les capacités pour la Jayco Alula. Et oui, McNulty lui était resté dans le groupe de compte, ce qui n'a pas été du tout le cas de Del Toro. Del Toro qui avait tenté de suivre Pogacar avec Ayuso et qui avait explosé vers 70 bandes d'arrivée, je crois, sur le championnat du monde, en tout cas, qui avait explosé rapidement. Alors moins que Ayuso dans le mur de Kigali. Bon, on a pas mal parlé de San Remo et un peu de tactique de cette épreuve-ci. Là où je voulais revenir aussi, c'était sur la première étape du Tour de Catalogne. Alors c'est vrai qu'on a eu pas mal de choses intéressantes dans ce final-ci, où on était quand même un peu en montée sur le long de la côte. Et on avait plusieurs coureurs qui... enfin, on avait des équipes qui avaient un peu tenté de durcir le rythme. Je pense notamment à la UAE. C'est vrai que la Ineos, on était quand même présent parce qu'on a quand même dans le top 10 au Scaroni, certes. Mais je veux dire, c'est vrai qu'à un moment, on était plus placé un peu plus loin dans la file en ce qui concerne Dorian Godon, qui pour moi avait des capacités effectivement sur ce type de sprint aussi, et il s'en est pas caché. Mais ouais, j'ai apprécié quand même ce sprint aussi. Alors déjà, c'est vrai qu'on a eu quand même un travail aussi très intéressant côté Visma Leasebach. Enfin déjà, d'avant on a eu dans les derniers kilomètres un gros rythme de l'AIE, ce qui a fait que le peloton a pas mal explosé. Notamment, on a quand même du Dereggi qui a été distancé, du Ciccone. Alors Ciccone, c'est vrai qu'il avait enchaîné, comme dirait la même production, Tirreno avec Sanremo aussi. Mais Ciccone distancé, j'ai quand même trouvé ça étonnant. Même assez loin, Joe Ciccone, il faut quand même le préciser, il finit 85e lors de l'étape précédente. Joe Ciccone, 85e, il finit 1,46 dans cette formation qui a plus, mine de rien, j'ai envie de vous dire, en termes de leader que. Comment il s'appelle? Que Scalmos, pardon. Parce que quand on regarde, il avait fait Tirreno aussi, Ciccone. J'ai un doute s'il n'a pas été blessé aussi récemment. Mais par contre, je crois pas. Mais c'est vrai que, enfin, je sais plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, il y a aussi Ormzel sur cette épreuve, il y a quasiment tout le monde. Mais il y a aussi Henrik Mas côté Movistar. Ouais, parce que t'as quand même Vingord aussi, Lipovic, Remco Evenepoel, Scalmos du coup, Dereggi qui finit quand même assez loin, Joe Almeida. Valentin Pépin, Lenny Martinez, mine de rien aussi pour le classement général, Pitcock. Yenley, O'Connor qui sont ici avec Carapaz. Donc vraiment, plus qu'une grosse start list. Mais ce que je voulais, et Only aussi. Mais j'ai beaucoup. Alors c'est vrai qu'on a Raccani, Noviero qui fit dans le top 10 et Oulig également que j'avais pas spécialement vu. Même si on a vu aussi les Alpecin quand même faire un peu de travail, il est vrai. Mais ce que je voulais préciser par contre, et très belle place aussi de Guillermo Thomas Silva quand même, quatrième après San Remo où il a été intéressant. Mais donc on a eu aussi une gestion, on avait quand même Vingord qui était dans les premières positions au niveau de la dernière portion descendante, même si Remco s'était replacé à son niveau. Alors aussi côté sprint, c'est vrai que Agodon m'a fait un tout petit peu peur, c'est quand il était moins bien placé au niveau de la file indienne. Dans le dernier kilomètre, on avait plusieurs virages, notamment le moment où les Alpecin étaient devant. Après, on connaissait ce final, hein, où le dernier kilomètre, mine de rien, il était à combien? Le dernier kilomètre était à 3% de pente moyenne. Mais moi, ce qui m'a énormément impressionné, c'est que sur un faux plat montant où les 600 derniers sont à plus de 4,3% de pente moyenne, on lance à plus de 400 mètres pour Thomas Pitcock. Il faut quand même le préciser. Pitcock, on connaît son explosivité, mais il a eu du mal à enchaîner parce qu'il est vrai quand même qu'il lance de très très loin. Pendant peut-être 1-2 secondes, Remco Evenepoel comprend qu'il doit effectivement, comme dirait la production, certes
revenir dans sa roue. Mais là, j'ajouterais aussi, c'est vrai que Remco Evenepoel avait peut-être un léger temps de latence parce qu'il n'était pas directement dans sa roue. Pitcock, il a vu qu'effectivement, il n'y a pas réellement de quoi spécialement pour lancer, mais surtout qu'il. Enfin, je sais pas si on peut dire ça spécialement. En tout cas, il a bénéficié peut-être d'un moment plus favorable pour y aller. Il part de très très loin. Mais si ça se regarde avec Remco Evenepoel, il n'y a pas dans les 2-3 secondes qui suivent, comme ce qui n'a pas été le cas ici parce qu'il y allait directement. Bah, effectivement, Pitcock aurait pu s'imposer en anticipant ce sprint. Donc, il est obligé d'y aller Remco Evenepoel. Mais il va directement être dans sa roue un Dorian Godon qui est très impressionnant, un corps qui est vraiment, Dorian Godon, on le dit souvent, mais avec énormément de puissance, vraiment qui est capable de broyer des vélos et de tenir des sprints très longtemps et qui est très bon déjà sur le plat, mais surtout sur des sprints de ce type-ci. Parce que Dorian Godon, moi, il s'est déjà imposé sur la Flèche Brabançonne, déjà en faux plat montant sur Paris-Nice, mais Dorian Godon, 2 fois sur le Tour de Romandie dans des conditions dantesques. Victoire avec le maillot de champion de France, il faut le préciser aussi. Vainqueur du Tour des Alpes-Maritimes cette saison. Non, pardon, c'était l'an dernier. Mais en plus, j'ai vu le résultat du Tour des Alpes-Maritimes cette année. Mais ouais, ce que je voulais dire quand même sur Dorian Godon, c'est qu'il avait. C'est un corps qui a énormément de force et de puissance dans ses sprints. Bah, un Milan qui peut te broyer des vélos. Il a une capacité à aller très très loin dans la douleur. Et en termes de lactique aussi, même si il a quand même du semblable parce que Remco Evenepoel a mis énormément dans le mal, on voit qu'il revient. Déjà, il a dû cravacher pour dépasser Remco Evenepoel. Et dans les derniers mètres, Remco en remet. Il n'est pas très loin de le dépasser. Alors, ça, il y a quand même. Bon, ça se joue un peu à la photo finish, même si on arrivait à distinguer hors photo finish quand même le Godon. Mais ça s'est joué à pas grand chose. Et vraiment, il a été très solide en termes de puissance ici. Mais par contre, la vitesse d'un Remco Evenepoel au sprint, où il est en progression certes, mais Thomas Pidcock montre quand même qu'ils sont très en forme sur ce Tour de Catalogne. Et il faudra quand même le préciser parce que les deux se sont mêlés à la victoire, tout comme Lenny Martinez en 6ème. Lenny Martinez qui fait vraiment une très très belle étape. Gualdi 5ème aussi. Lenny, bah, forcément, c'est pas le coureur le plus imposant physiquement. Assez léger Lenny Martinez, quand on y pense, il doit faire un 68. Ouais, je crois qu'on fait la même taille, mais il fait 52 kilos. Il fait limite le poids d'un Valentin Paripin selon PCS. Ce que je veux dire, c'est que Lenny Martinez, un poids plume, là-dedans, forcément, c'est compliqué. Et il a quand même réussi à s'en sortir. Il a vraiment fait une très très belle course. Et puis Lenny Martinez, souvent, bah, il fait les mêmes courses. L'an dernier, il finit Romandie. En 2024, pardon, il fait 9ème du Romandie et 2ème l'an dernier. Et en 2024, il finit 7ème du Tour de Catalogne, 5ème l'an dernier. Là, on verra ce que ça va donner. Mais intéressant aussi à voir quand même. Mais honnêtement, oui, très très fort sur ce sprint. Dorian Godon. Qui aura été, oui, effectivement impressionnant hier. Mais sur ce sprint, vraiment, moi, ce qui m'a impressionné, et ce qui m'impressionne toujours sur le sprint de Godon, c'est sa puissance et sa force qu'il est capable d'amener, vraiment, et la capacité qu'il a eu d'aller chercher très très loin pour battre tout simplement Remco Evenepoel qui était quand même bah, très bien parti parce que même au final, Pidcock il anticipe mais il craque assez rapidement et ça s'est résumé entre Godon et Remco Evenepoel. À un moment, j'ai quand même douté de est-ce qu'il n'allait pas le passer enfin, est-ce que simplement Remco n'aurait pas pu se faire dépasser par Godon, hein. Je me suis posé la question, est-ce qu'il avait l'énergie pour il l'a fait et il a vraiment été énorme. Juste aujourd'hui, bah, c'est Cornissen qui s'impose. Alors, j'ai pas pu voir l'étape. Il s'impose au sprint groupé avec devant Isidore et Boussato ainsi que Dorian Godon qui finit quand même encore 4ème cette fois-ci. Dorian Godon qui est toujours en tête du général, j'imagine. Oui, toujours en tête du général, dans le même temps que Kort Nielsen. Mais effectivement, Isidore qui finit quand même deuxième, c'est quand même une très très belle nouvelle aussi pour le cours de la Décathlon CMA CGM. Le jeune coureur, c'est vrai que bah, c'est pas celui qu'on a peut-être entendu le plus parler ces derniers temps. Parce qu'on parle beaucoup d'une jeune génération et à juste titre française qui est très performante, mais il ne faut pas l'oublier lui aussi. Et Isidore, l'an dernier, quand on regarde ce que ça a pu donner Noah Isidore, alors bah, déjà deuxième d'étape ici effectivement sur la Tour de Catalogne. C'est vrai que sa saison, bah, il finit 5ème du Tour de Grande-Bretagne l'an dernier. 5ème au général du Tour de Grande-Bretagne? Non. Ah non, il finit 5ème de la dernière étape et 9ème de la deuxième. Je me disais aussi. Mais c'est un corps oui, qui est quand même intéressant. Noah Isidore, surtout en termes de punch. C'est vraiment un puncher classic man, hein, comme le monde PCS.
Mais j'ai hâte de voir ce que ça pourra donner. Mais ce qui montre aussi qu'il a des capacités de sprint et qui sera à suivre. Par contre aussi sur cette étape de Catalogne, oui, très très belle victoire de Magnus Cornissen, toujours performant voilà, dans des étapes avec des boss, mais surtout il peut faire jouer sa pointe de vitesse, ancien vainqueur d'étape sur le Dauphiné, très performant. Aujourd'hui pour lui, qui n'a pas fait le meilleur début de saison, il a pris que 5,7 points ICI. Il a fini 6ème à Cès Salines, mais c'était avec le chrono par équipe, c'est là où il a marqué ses seuls points ICI. Qui était passé un peu à côté, bon il avait quand même fini 7ème de la troisième étape du Tour de la Communauté de Valence, mais un peu discret et vraiment très très performant aujourd'hui. Lui qui sera en fin de contrat cette saison, le coureur danois de cette formation, Uno X. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié, il faut le dire, cette épreuve. Et puis demain, c'est Bruges de Panne. Et oui, parce qu'on arrive sur les Flandriennes où on reviendra en long, en large et en travers quand même sur le 3. Je pense qu'on se reverra pour le 3. Si d'ici là je n'ai pas fait de... si d'ici là tout simplement je n'ai pas fait de vidéo Pro Team, je pense que j'ai envie de reprendre un peu le Pro Team et le Pro Leader, donc j'en referai. Mais voilà, ce que je voulais quand même signaler. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D pour tout bien la prochaine. Ciao ciao.